le concept d'universalisme est typiquement une hétérotopie, c'est-à-dire, pour le dire simplement ou autrement, un malentendu. La manière dont les Chinois le comprennent, c'est-à-dire l'universalisme à la chinoise, et la manière dont il est compris en Occident, spécialement à travers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire ce que Marx appelle cette conception bourgeoise, et ce qu'il critique comme une conception bourgeoise de l'universalisme, ces deux universalismes sont deux concepts différents. Et renvoyer au même mot, au même concept d'universalisme, c'est s'exposer à un malentendu. C'est ce malentendu qu'il faut continuer d'analyser. Un principe particulier de gouvernement, issu d'un contexte particulier, cesse parfois d'être un principe valable quand il est exporté dans un autre contexte et n'y rencontre pas les circonstances favorables qui justifiaient sa fonction dans le contexte initial. En colonisant, si vous voulez, ou si vous me permettez ce terme, parce que c'est effectivement ce à quoi ont servi les droits de l'homme, en tout cas au XIXe siècle, à coloniser la planète, en s'exportant, voire en colonisant un contexte culturel différent qui alors le subit, il se produit une hétérotopie, ce que j'appellerais une hétérotopie subie. Il n'est plus à la place où il pourrait, ce concept, remplir sa fonction normale, de même qu'une hétérotopie dentaire fait que la dent qui doit servir à mastiquer ne peut plus remplir sa fonction quand elle pousse hors de sa localisation normale. Vous savez que le concept d'hétérotopie est utilisé en dentisterie, donc c'est pour ça qu'on peut le reprendre ici. Il existe donc au moins un universalisme qu'on peut qualifier d'hégémonique, puisqu'il prétend s'exporter universellement, c'est-à-dire partout et à tous, exporter partout et à tous les principes qui ont déjà donné des résultats appréciés dans ces conditions initiales, qui sont des conditions particulières, des conditions limitées. L'universalisme risquerait toujours de conduire à de telles anomalies, à de telles contradictions, et son hégémonisme ne doit rien au hasard, pour reprendre en substance la critique d'Étienne Balibar, qui emploie cette expression dans Subspecia Eternitatis, Penser l'universel avec Étienne Balibar, voir la revue Raison publique de 2014, pages 15 à 21. Cet universalisme forcerait la greffe des idées au mépris des circonstances et du consentement indigène. Cet universalisme, c'est la mystification d'une violence hégémonique. Et c'est comme violence que Étienne Balibar, je crois, à juste titre, le dénonce. Cet universalisme est aveugle, puisqu'il s'abstrait des conditions matérielles dans lesquelles il est né, et fait aussi abstraction des conditions matérielles dans lesquelles il prétend s'appliquer, et il s'y applique donc d'une manière contre-efficace, rentrant en contradiction avec sa prétention universaliste, justement. Dans le meilleur des cas, il ne fonctionne tout simplement pas et laisse indifférent, mais quand il persiste à s'imposer en niant la spécificité du sol culturel de destination, il frustre et suscite des résistances qui sont la signature de la violence qui le caractérise. Je suivrai donc sur ce point le diagnostic préalable d'Étienne Balibar lorsqu'il écrit, je le cite, que la violence intrinsèque de l'universel, qui fait partie de ses conditions de possibilité, fait également partie de ses conditions d'impossibilité ou d'autodestruction. Les idéologies universalistes ne sont pas les seules qui puissent devenir des absolus, mais elles sont certainement celles dont la réalisation implique une possibilité d'intolérance radicale ou de violence interne. Fin de citation. Étienne Balibar dans Sur l'universalisme, un débat avec Alain Badiou, texte de février 2007. Le verdict général d'Étienne Balibar contre la violence
des idéologies universalistes concerne-t-il cependant l'idéal de civilisation et d'harmonie, Wenming, Hexie en chinois, affirmé dans le deuxième objectif de centenaire du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère? Concerne-t-il l'idéal affirmé ou résumé, métaphorisé par le principe de la mandarine que Xi Jinping a affirmé dans le texte que je vous ai lu dans le précédent podcast, auquel je vous renvoie. Si le socialisme à la chinoise est si conscient de la violence qu'il dénonce, alors il faut reprendre à nouveau frais, je dirais, malgré le refus d'Étienne Balibar qui semble s'impatienter, il faut reprendre à nouveau frais l'examen de la forme inédite d'universalisme à laquelle il veut nous inviter. Je dis qu'Étienne Balibar s'impatiente car il écrit, je le cite, « Ce n'est pas quelque chose dont nous pourrions dire « faisons une nouvelle tentative ». Cette fois, nous éviterons le côté sombre de l'universalité. » Mais, fin de citation, il faut poser la question. Cet universalisme à la chinoise n'est-il lui aussi, et une fois de plus, que l'expression naïve d'un bon sentiment aveugle à sa violence interne ? Je ne veux pas, contrairement à ce que fait Étienne Balibar, répondre a priori. Je crois qu'il faut tenir l'examen tant sur le plan philosophique que sur le plan historique, et puis attendre de voir si l'histoire confirme ou infirme les prétentions chinoises du principe de la mandarine. Ne peut-on pas reprendre en attendant prudemment la question et envisager la proposition chinoise plutôt que de conclure des échecs passés de l'universalisme occidental par une posture de scepticisme à l'égard de tout universalisme ? Je crois qu'en dépit du début d'arguments pertinents de Balibar contre l'universalisme, il y aurait une contradiction à aller jusqu'au bout, à suivre Étienne Balibar jusqu'au bout et à universaliser la critique de l'universalisme. Je crois que si Étienne Balibar veut rester cohérent, il doit rester conscient des limites de sa critique, c'est-à-dire de l'universalisme particulier qu'il critique. Je me détache ici d'Étienne Balibar, je ne le suis pas jusqu'au bout. Il ouvrait sa conférence sur l'universalisme en ces termes, je le cite, « Nous sommes devenus prudents, voire sceptiques, parce que nous avons appris que l'écart entre la théorie et la pratique, entre les principes et les conséquences, les phrases cognitives et les phrases performatives, est inhérent au langage de l'universalisme, disons plus généralement à tout langage qui entreprend de dire l'universel. » Fin de citation. Or, regrettant elle aussi cet écart entre les discours et les actes, la théorie et la pratique, la méthode chinoise de Xi Jinping, d'inspiration maoïste, consiste, je le rappelle, à chercher la vérité dans les faits, shi shi qiu shi en chinois. L'imprudence, en l'occurrence, je le dis contre Étienne Balibar, donc ce serait plutôt de ne pas examiner cette originalité. Je trouve qu'il est bien dommage que l'expérience qu'Étienne Balibar a de l'universalisme, à travers la critique qu'il a fait à juste titre en post-marxiste de l'universalisme hégémonique occidental, il est bien dommage que cette expérience se transforme ou dégénère, si vous me permettez l'expression, en une espèce de scepticisme a priori, ou en tout cas en une doctrine sceptique anti-universaliste qui n'est, en l'occurrence ici, concernant le nouveau discours chinois sur l'universalisme, qu'un préjugé sinophobe. Un préjugé sinophobe de plus qui s'est exprimé, comme je l'avais déjà montré, dans la préface à la nouvelle édition des œuvres complètes de Louis Althusser, pour lequel les Chinois avaient eu l'amabilité ou la faiblesse de convoquer les lumières d'Étienne Balibar.
Bien, je vous propose de continuer cette analyse en revenant à la lettre du texte socialiste chinois, à la lettre des discours de Xi Jinping, pour voir quelle forme anti-hégémonique prend contre toute attente cette prétention chinoise à l'universalisme, ce nouvel universalisme à la chinoise. Je vous donne rendez-vous pour en parler dans un prochain podcast, dans une prochaine émission, et je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.